Voilà. J'ai écouté l'interview. Cool. Alors, bonjour à ceux qui se connectent. Toi qui es là, bonjour, bonsoir, sois salué. J'ai envie de regarder cette interview, l'écouter attentivement. Donc, du coup, je me connecte. La personne qui a envie d'écouter avec moi peut écouter aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de quelques points qui pourraient m'intéresser dans cette interview de Charles Blé Goudé. Et voilà. Bienvenue dans l'appart politique. Alors, ce qu'on dit à tout le monde, c'est que l'appart politique, il prend la couleur tout simplement de nos invités. Et ça commence avec ce mur de photos qui reprend quelques aspects de votre vie. Et on aimerait savoir lesquels vous aimeriez commenter. On commence avec 3 photos et puis ensuite on aura l'occasion d'en revoir d'autres et d'aborder d'autres aspects assis tranquillement sur le canapé. Donc là, je vais le prendre en un, deux, parce que ce sont mes 2 aînés. Vos 2 frères qui sont décédés. Avant que je n'arrive, vous avez vu celle-là. Là, il venait de me rendre visite à La Haye en son temps. Malheureusement, il n'a pas pu me voir venir. Il est arrivé ici et puis il est parti lui aussi. Voilà, Blédjédjé Théodore, Blé Copé. Ce sont mes 2 aînés qui malheureusement, donc je voulais m'incliner devant leur mémoire et puis leur dire que bon, ils m'ont tout appris et que je resterai toujours combatif. Voilà. Des figures paternelles pour vous? Oui, j'ai tout appris avec eux. Voilà, j'ai tout appris avec eux, j'ai appris à me battre. C'est eux qui m'ont conduit à un moment donné. Voilà. Une deuxième photo que vous voudriez commenter, ce serait laquelle? Ça, c'est mes enfants. Voilà, ça, c'est mon aîné. Voilà. Et puis, ça fait drôle de la voir comme ça parce qu'elle a maintenant 21 ans. Vous n'allez même pas la reconnaître. Elle, c'est sa photo qui était sur les pancartes des campagnes de président Gbagbo en 2010. C'est-à-dire, j'ai 8 ans ou j'ai 6 ans. Je suis né dans la guerre, j'aimerais grandir dans la paix. C'était elle. Donc bon, voilà. Puis, lui, c'est Passagnon. C'est Charles Junior, il s'appelle. Mais moi, je l'appelle Passagnon. Et voilà, c'est dit qu'on sait aussi être papa. Malheureusement, je n'ai pas pu être là pour eux. Je leur ai fait l'exil et puis bon, pendant que j'étais en prison, quand je sors, je les vois déjà grands. Voilà. Vous rattrapez du temps avec vos enfants. Ils apprennent à vous connaître finalement. Oui, on essaie, mais c'est pas facile parce que même ici encore, c'est toujours parti. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous affecte dans votre vie. Vous avez toutes ces photos-là où? On fait notre travail de journaliste, on recherche, on est un peu aidé aussi par certains de vos proches, il n'y a pas de magie. C'est quelque chose qui vous affecte, ça, d'avoir perdu tout ce temps et aujourd'hui d'être encore en mission pour la Côte d'Ivoire et de leur concéder moins de temps. Il m'arrive de m'en vouloir. Moi, j'ai pas été là, j'ai pas connu ma maman, j'ai pas connu mes parents en tant que tel. Et puis, je leur inflige ça aussi. Vous voyez, c'est ça. Mais bon, on s'est parlé, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris. Voilà, et il venait me voir souvent en prison. Voilà. Et lui, ce petit-là, un jour, il me dit mais papa, pourquoi tu es méchant comme ça? Parce qu'ils sont venus à La Haye, et il y avait les gardes, la prison était immense, et lui pensait que tous ces policiers, tous ces gardes-là, moi je les payais, et qu'on habitait dans une maison immense pendant qu'eux, ils sont en train de souffrir à Bénin ici. Bon, en même temps, j'ai dit, ok, c'est mieux qu'ils le prennent ici. Voilà, parce qu'il ne savait pas ce qu'on appelait la prison, il était tout petit. Voilà. Ça, j'imagine que d'entendre ça, ça fend le cœur à l'instant T. Oh oui, mais on essaie de dominer ça parce que ce qu'il faut éviter dans ces moments difficiles-là, une fois que vous vous laissez aller, la suite devient difficile pour vous. Donc j'essayais de ne pas trop prendre ça à cœur. Et puis j'étais dans mon élément. Voilà. Et j'essaie de leur expliquer pourquoi j'étais là. J'essaie de leur expliquer le combat que je menais. Et je pense qu'on s'est compris. C'est l'essentiel. Allez, une troisième et dernière photo, puisqu'on a fait celle-là en bloc.
Vous diriez laquelle? Celle-là, elle ne peut pas m'échapper. Ouais. Oui. Quelle année ça? Ça, c'est à la place de la République. Voilà, c'est à la place de la République. Quand on était encore en train de lutter contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir ou comme moyen de... La Côte d'Ivoire découvre dans son entièreté peut-être dans ces moments-là. Oui, là, on était... Ça, c'est une partie de la photo. Mais vous voyez, les gens étaient jusque sur les ponts là-bas. La Côte d'Ivoire me découvrait dans une autre dimension. Et là, si j'ai répondu au battement patriotique de mon cœur, c'était un moment très, très décisif de ma vie. Et c'était des moments que j'ai adoré. Me battre pour mon pays. Voilà. Alors, c'est des déclencheurs d'une grande histoire qu'on va continuer d'évoquer ensemble sur le canapé, si vous voulez bien suivre. Bien sûr que je veux. Vous êtes bien installé. Très bien, on va dire. Tout va bien. Ça va. Vous commencez cette... Voilà. Alors, j'ai toujours regardé les interviews de Charles Blé Goudé. Mais quand je suis tombée hier sur cette interview-là, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Beaucoup de choses m'ont touchée. Les quelques phrases que j'ai écoutées tout simplement. J'ai trouvé ça vraiment spécial, ça m'a beaucoup touchée et tout. Et donc, en regardant l'interview, je vais quand même faire quelques commentaires à chaque fois un peu. C'est vraiment spécial qu'en fait. C'est vraiment spécial, c'est vraiment très émouvant. Et donc, avant de continuer de regarder l'interview, j'ai envie de regarder comme ça. Et en regardant, faire quelques commentaires, parce que j'ai compris quelques points dedans vraiment. Pardon. Donc, avant de continuer à regarder l'interview, à écouter Charles Blé Goudé, je vais lui souhaiter les condoléances ici. C'est pas facile, hein? C'est pas vraiment facile. Il n'y a pas longtemps, hein, il a accompagné son grand frère à sa dernière demeure. Je ne sais pas, mais en regardant ça, tout à l'heure, je regardais un peu l'interview, un peu. Et j'ai trouvé quelque chose de spécial dedans qui m'a vraiment un peu, qui m'a touché quoi. Comme si j'avais jamais regardé l'interview de Charles Blé Goudé. Et en même temps, j'ai compris que dans la vie là, souvent quand tu vis ton histoire, que tu ne racontes pas ton histoire, quelqu'un d'autre viendra raconter ton histoire. Et donc, il est important que toi-même, tu viennes raconter ton histoire à travers les quelques phrases que j'ai vues dedans. C'est important à l'être humain de raconter lui-même son histoire pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne raconter ça autrement. C'est très important. Alors ici, je vais souhaiter mes condoléances à Charles Blé Goudé. Vraiment, mon frère Yapo, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la force. Parce que j'ai toujours regardé tes interviews, mais ça là, spécialement, ça m'a beaucoup touché. Il y a quelques phrases pour le moment que j'ai regardées, vraiment, ça m'a vraiment parlé en fait. Ça m'a vraiment parlé. Il y a beaucoup de leçons dedans. Surtout quand je regardais un peu, au moment où tu regardais les photos de tes frères et tout ça, c'est pas facile. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne la force. Voilà. Afin que tu puisses continuer, voilà, ce que tu sais faire. Cette interview-là m'a touchée personnellement. Et c'est ça. J'ai vu dans l'interview qu'il y a certaines choses que Charles Blé Goudé a dit qu'il ne disait pas souvent. Et mais là, j'ai compris que oui, souvent, il faut raconter toi-même ton histoire. Pour ne pas que... Parce que si tu ne racontes pas ton histoire que tu as vécue, parce que souvent, comme Charles Blé Goudé a dit, il dit toujours oui, quand le grand-père ou bien un chasseur va à la chasse, quand il revient, voilà, il ne doit pas raconter ce qu'il a vu, et puis tout, souvent il le dit. Mais en même temps, il faut aussi souvent
raconter ça. Parce que quelqu'un d'autre viendra raconter ton histoire. C'est très important. Et j'ai compris certaines choses un peu dans cette interview. Qui de moi-même, j'ai tiré certaines leçons dedans. Oui, oui. Quand je regarde quelque chose, hein, c'est vraiment très émouvant. Surtout quand Dieu te garde, qu'il te donne toujours la force. Qu'il te protège. Et puis voilà. Mais je vais regarder l'interview, je vais écouter. Et puis voilà. Interview, se laisser aller à quelques confidences, remonter dans le temps, affronter des moments parfois difficiles, pas évidents. Je suis à vous. Alors vous êtes né un 1er janvier à Guibérois. Votre mère est morte en vous mettant au monde. Dans certaines traditions, on appelle ça un enfant de malheur. Comment on se construit quand on commence une vie de façon aussi difficile et dans le rejet. Voilà. D'abord, c'est pas des situations qu'un a. J'écoute là-bas tout simplement et puis au fur et à mesure il parle. Voilà, les points qui m'intéressent, je vais essayer de dire quelque chose un peu. Voilà, c'est tout. Mais je montre ça tout simplement ici pour dire voici l'interview en question. Pas aimerait vivre. Un enfant, tout enfant aimerait bien grandir auprès de sa mère et autres. Mais tout cela, c'est plus tard que moi je le découvre. Voilà, on m'a mis avec telle tante, avec tel marâtre. Et c'est au fil du temps que le grand frère va te souffler à l'oreille que voici notre situation. Et j'étais le dernier, donc ça a été des moments qui m'ont aidé au chemin d'aujourd'hui. Voilà, parce que la vie elle-même m'a imposé déjà le combat dès mes premières heures. Et j'ai fait avec, j'avais pas le choix. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a appris, justement, cette peut-être espèce d'éloignement du cocon affectif? Est-ce que vous étiez un enfant? Ou bien c'est parce que j'ai montré un peu les images un peu sur YouTube là. Tout de suite là, le live il est restreint. C'est pas grave. J'ai envie de m'exprimer plus de 10 minutes, donc voilà. Silencieux, observateur, comment ça vous définit aujourd'hui? Il faut dire d'abord que je veux dire ici merci à toutes mes tantes. Hein, et j'ai été la femme de tout le village dès le départ. Voilà. Tout le monde savait ce qui se passait, certainement sauf moi. Et chaque femme du village, chaque tante voulait que je sache qu'elle est ma mère. Et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à ce que mon grand frère, que je viens de perdre, me prenne pour aller avec moi. Il a dû arrêter ses études à un moment donné pour passer le concours du CAFOP, avoir un travail pour s'occuper de moi. Et voilà comment moi j'ai grandi avec lui et ça m'a permis de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Et puis, quand je reviens au village, après mon BPC, tout le monde est un peu étonné de me voir. Ici, je vais essayer de poser un peu une question. Le journaliste lui a dit comme ça que on dit souvent en Afrique que quand une femme, le live il est restant, quand une femme part en couche et qu'elle perd la vie, l'enfant qui naît est un enfant maudit. Ça veut dire c'est un enfant qui est de la malédiction. Qui a dit ça au juste? En tout cas, moi, dans mon village, je n'ai jamais entendu ça. Hein, parce que comme on dit en Afrique, parce qu'une femme qui prend une grossesse, son mari est content, la famille est contente et tout. La grossesse, c'est une grossesse comme pour toutes les femmes. Et si le moment arrive et puis elle est en travail, le malheur arrive que l'enfant sort et la mère reste là-bas, comment on peut dire que l'enfant est un enfant de malédiction? Moi, je pense que ça, c'est les gens peut-être qui n'ont rien à faire qui le disent. L'enfant n'a pas demandé à ce que la mère reste là-bas. Le père même n'a pas demandé, la maman en question aussi n'a pas demandé. Donc souvent, des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui prennent ça même pour insulter des gens. Il y a des gens qui prennent ça. Oui, toi, quand ta maman partait, va la te mettre au monde, elle est restée là-bas et puis donc tu es un enfant maudit. Ça, c'est du faux. C'est du faux. C'est comme hier, comme ça, je regardais une histoire biblique, mais en vidéo. Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle... ce monsieur-là, en question, son nom là m'échappe un peu. Mais ils ont dit que ce dernier est né comme ça d'une mère prostituée. Et dans le village, il était rejeté.
Mais ce dernier, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Donc, c'est du faux, quoi. Voilà, c'est des gens peut-être qui n'ont rien à faire. Souvent, quand ils font des histoires avec des gens, quand ils ne trouvent pas de sujet, peut-être pour insulter, ils vont peut-être prendre ça pour insulter un enfant pour dire, oui, toi, tu es un enfant maudit. Tous ces enfants qui sont nés, voilà, vous êtes nés, puis les mamans ne sont plus en vie. Hein? Les premières heures, là, ce ne sont pas des enfants qui sont maudits ou bien des problèmes. C'est tout simplement des gens qui veulent insulter, qui disent les choses comme ça. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est du n'importe quoi. Donc, quand j'ai regardé l'interview, j'ai regardé un peu jusqu'au milieu, ça m'a un peu touché, puis beaucoup de choses dedans. Et j'ai envie de dire quelque chose, en fait. C'est du n'importe quoi. Là, comme ça. Voilà, parce qu'on n'est pas mal trop cher. Qu'est-ce que vous diriez au jeune Charles Blé Goudet de cette époque, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez traversé, avec le recul que vous avez sur ce combat que la vie vous a imposé, comme vous disiez au début? Non, mais on nous dit que les circonstances de la vie choisissent le héros. Hein. Et puis, vous laissent souvent aux portes. Voilà, aux portes du succès. C'est à vous de vous battre pour y entrer. Et il y a des moments où vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que avancer. Et moi, ma vie m'a appris à seulement avancer. Je n'avais pas, ce n'était pas une option pour moi. C'était un impératif. Il n'y avait personne pour, voilà, dans le main de qui je pouvais pleurer. Je savais que les autres m'aidaient seulement. Et moi, tout cela m'a forgé aujourd'hui. Ce qui fait que, face aux difficultés que j'ai eues en tant qu'adolescent, moi j'étais déjà armé, j'étais déjà outillé pour les affronter. Et ça m'a beaucoup aidé. Quel est le premier moment où vous vous êtes senti écouté? Je me suis senti écouté. Il sourit. Moi-même. Est-ce comment il faut écouter? Mon frère Charles Blé Goudet, quand j'ai écouté ton interview là, arrivé sur ce point où le journaliste a posé la question, quand est-ce que tu t'es senti écouté? Ça veut dire à quel moment ton papa t'a écouté, tes parents t'ont écouté. J'ai rigolé un peu comme je rigole maintenant là. J'ai rigolé un peu parce que je me suis dit, est-ce qu'en Afrique, les parents, ils écoutent les enfants? Les parents n'écoutent pas les enfants en Afrique. Donc moi-même, quand j'ai regardé ça, je me suis retrouvée là-dedans. Je dis, si on me posait la question aussi, je dirais que personne ne m'a jamais écouté. Les parents en Afrique n'écoutent pas les enfants. Donc tout à l'heure, quand je regardais l'interview, j'ai rigolé un peu. Et puis j'ai vu que lui-même a commencé à sourire. Peut-être qu'il y a certains enfants qui ont été écoutés par les parents, mais moi-même, je me suis retrouvée dans sa question. Je me suis retrouvée dans sa question. Et voilà. Moi, à mon temps, à tout cas, on ne m'écoutait pas aussi. Hein. Les parents en Afrique n'aiment pas écouter les enfants. Hein. Voilà, on t'envoie, on te dicte la chose, on t'en donne les choses, fais ça, fais ça, fais ça, puis tu fais point barre en fait. Quand tu ne veux pas faire, on dit c'est un enfant qui est impoli, c'est un enfant qui est comme ça, qui ne respecte pas et tout. En tout cas, je me suis retrouvée dans la question qu'ils ont posée à Charles Blé Goudet. Ça m'a fait un peu rire. C'est pourquoi il dit l'interview en question, vraiment ça. Il y a des points qui m'ont beaucoup, voilà, amené à réfléchir. Il y a des points qui m'ont aussi, voilà, j'ai compris que, voilà, à un moment donné, parce que comme il faisait toujours ces proverbes pour dire, non, quand on vient du champ, il ne faut pas parler. Il y a certaines choses que j'ai entendues dedans qu'il a dit, qu'il n'avait jamais dit, mais il faut parler. Il faut parler parce que si tu ne parles pas de ton histoire, quelqu'un d'autre viendra parler à ta place. Ça, c'est clair. Tu le veux ou tu ne le veux pas, quelqu'un d'autre viendra parler. Que ça soit faux ou pas, mais quelqu'un viendra raconter ton histoire. Alors, toi-même, là, il faut raconter ton histoire au moment où tu as envie. C'est important. Parce que tout le temps, quand il dit non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, on ne dit pas. Non, on ne dit pas, mais il y a plein de choses qui se disent. Donc, si tu ne parles pas, ben, les gens qui écoutent croiront à plein de choses. Si moi, Nina, j'ai ma vie, il y a plein de choses que les gens disent sur moi, par exemple. Et si moi, je viens à chaque fois et je dis non, je ne parle pas parce que... Non, Dieu nous demande de ne pas parler. Mais il y a des moments aussi, Dieu permet qu'on parle de son histoire. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Il y a des choses qu'il a dit dedans qu'il n'avait jamais dit souvent. Et quand j'ai vu ça, je dis waouh, hein, il faut parler. Sinon, plein de choses qui se disent là. On va finir par croire.
Même si nous, on ne croit pas, mais les enfants qui grandiront demain, qui naîtront après, croiront ça. Donc, c'est bien d'écrire son histoire. C'est très important. Donc, j'ai aimé l'interview, j'ai aimé ça. Il y a des points qui m'ont touché dedans. Comme là où je viens de rigoler, la question qui lui a été posée, est-ce que, à quel moment tes parents t'ont une fois écouté? Moi, personnellement, depuis toute petite, là, on ne m'écoutait pas, en tout cas. On ne m'écoutait pas, les parents ne m'écoutaient pas. Voilà, quand je viens, je raconte un peu, même s'il y a telle chose là, on crie sur moi. Oh, va là-bas, fais comme ça et tout. Hein? J'ai un peu grandi dans ces trucs-là. Donc lui-même, il a dit comme ça, non, mais écoutez, moi, on ne m'a jamais écouté, on me donnait plutôt des ordres. Alors, chaque fois, écoutez, je me suis retrouvée un peu dans ton histoire au niveau d'ici là. Il y a quoi, nous les enfants, hein? En Afrique, il y a des gens qui écoutent, mais voilà, dans la majorité, les parents africains n'aiment pas écouter. En tant qu'enfant, je ne crois pas qu'on m'ait une fois écouté. Moi, je subissais. Voilà, je subissais. Il fallait être au champ avec papa, qui n'avait pas le choix que de me lever. Donc, lui, il ne vivait pas au village, il vivait au campement. Et donc, bon, j'étais là-bas avec lui, loin du village. Et les grands frères venaient de temps en temps, le week-end, on va dire ça comme ça. Et je restais avec eux. Mais quand ils partaient, c'était souvent un déchirement. Et le moment qui était le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai perdu mon oncle. Parce qu'en réalité, à un moment donné, papa qui voulait travailler me l'a laissé, ou m'a laissé entre ses mains de son frère, qui était atteint aussi de la lèpre. Et moi, j'étais avec lui. Et puis, je crois que toute la nuit, il a toussé du sang. J'étais encore tout petit. Il y avait 13 heures comme ça. Moi, j'étais couché sur sa poitrine. C'est après qu'on avait me prendre. Il m'a dit qu'il avait perdu la vie là, comme ça. Donc, j'étais couché là, sur un corps sans vie, sans le savoir. C'était mon premier choc. Voilà, je peux dire ça comme ça. C'était mon premier choc. Mais c'est après ça que mon frère Ni est venu me chercher pour m'enlever au village, parce qu'il savait que ça allait être très difficile pour moi. Vous avez obtenu votre baccalauréat en 1991. C'est l'année où je suis né. Vous êtes inscrit ensuite au département d'anglais. Et puis en 2001, vous êtes parti au Royaume-Uni pour un master en gestion des conflits. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais parlons du plan de carrière. À quoi vous rêviez en tant que jeune? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire avant d'embrasser cette carrière politique? Moi, j'ai toujours voulu être avocat. Je voulais être avocat parce que je veux toujours parler pour les autres. Mais bon, j'ai été orienté au département d'anglais. C'était pas pour devenir avocat, mais c'était pas ça mon truc. Je voulais toujours me battre. Et puis finalement, les circonstances de la vie, les problèmes socio-académiques, qu'il fallait quand même amener le gouvernement à se pencher sur notre situation, des bourses d'études qui sont payées en fin d'année, ça ne sert à rien finalement. Voilà, des étudiants qui sont là, qui n'ont pas de logement. Et moi, je vais tirer légèrement. C'est ça, en décembre 98. Et puis voilà. C'était une mission de représenter les intérêts des étudiants à l'époque. Vous vous sentiez déjà investi de quelque chose? Non, j'ai appris auprès des autres. Et je voyageais beaucoup avec eux à travers le pays. Je vais tirer un peu. Et j'avais peur d'échouer. Il me fallait faire aboutir certaines revendications, quelquefois dans la douleur. Parce que quand on est élève, quand on est étudiant, c'est le moment des grands rêves. Et c'est là qu'on a étudié les grands combattants comme les Che Guevara et autres. Donc on veut voir dans le leader ces capacités-là. Et vous n'avez pas le droit de reculer. Et quand vous reculez, souvent vous le payez cash. J'ai été content que pour ces moments-là, j'ai assumé. Et ceux-là aujourd'hui, ils me le rendent partout où ils sont. Et arrivé ici, quand j'ai écouté, ce que j'ai compris encore est que quand il disait comme ça, voilà, étant étudiant et tout, au niveau de la fête et tout ça, souvent aussi là, voilà, quand on étudie un peu les histoires de certains leaders, et puis par exemple Che Guevara. Après, je me suis rappelé, j'ai dit, oui, c'est ça. Souvent, quand on va à l'école, on est pressé pour étudier les histoires des gens, des gens qu'on ne connaît pas. Mais avec le temps, on finit par nous-mêmes là vivre notre histoire. En fait, quand j'ai regardé, j'ai compris beaucoup de choses dans l'interview de Charles Goudé, en fait. On finit parfois nous-mêmes, la fois d'étudier pour les autres, jusqu'à pour nous-mêmes arrive même. Pour nous-mêmes arrive.
Vous savez, chacun a son histoire, hein? Voilà, chacun a son histoire. Merci pour les cœurs. Chacun a son histoire. Mais quand j'ai toujours écouté les interviews de Charles Blé Goudé, mais ça, là, ça m'a personnellement touché. Ça m'a fait couler les larmes un peu, parce qu'il y a certains choses qu'il a dit dedans qu'il n'a jamais dit. Hein. Donc, ça m'a vraiment... J'ai vu quelqu'un... Habituellement, quand il fait ses interviews, on voit quelqu'un qui est galvanisé, on voit sur les plateaux, il sourit, il rit. Mais ici, là, le rire n'était pas... C'est-à-dire, on sentait une personne qui était vraiment touchée. Ça m'a beaucoup touchée, en fait. Ça m'a fait couler un peu quelques larmes sur certains points. Sur certains points. Et mais j'ai été contente, je me suis réjouie. J'ai dit enfin. Enfin, il parle. Quand je dis il parle, parce que tout le monde l'écoute, hein. Lui, il est dans ses proverbes, et puis il dit toujours non. Quand le chasseur va à la chasse, il rentre du soir, au village, il ne doit pas raconter ce qu'il a vu et tout. Mais là, il y a certaines choses que j'ai attendues qu'il n'a jamais dit. Et c'est là que j'ai dit enfin. Et moi-même là, je souhaite même qu'il parle même de sa vie. Parce que ce qu'il a vécu, c'est sa vie. Quand tu ne racontes pas ton histoire, même le président Laurent Gbagbo dit, quand on marche, on laisse des traces. Ça y est, son père politique là, c'est un père politique qu'il a choisi là. Lui-même, il dit, quand on marche, on laisse des traces. Donc, si toi-même, tu ne racontes pas ton histoire, ton parcours, que ça soit difficile, que ça soit bon, quelqu'un d'autre viendra raconter ça. Même avec plein de mensonges, ou bien avec des vérités, mais les enfants qui viendront, même si ceux qui sont là aujourd'hui savent que ça c'est faux, ça c'est vrai, mais ceux qui vont naître demain, ceux qui sont encore petits, finiront par croire. Donc c'est bien aussi de raconter son histoire. Comme ça, tout reste dans les archives. Moi aujourd'hui, quand j'ai entendu certaines choses, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Donc, je l'encourage, à tout quand j'encourage Charles Blé Goudé à raconter son histoire. C'est une bonne chose. Voilà. L'histoire, c'est très important. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre raconter ta vie. Toi-même, il faut parler. C'est important. Dans son interview, là, je me suis retrouvée dans certains points. Et c'est un point un peu de tristesse aussi. Et puis voilà. Pour lui, sa vie, en fait. Pour sa vie. Mais Dieu merci, Dieu l'a préservé. C'est le plus important. Voilà. Je les rencontre, quel que soit leur bord politique, c'est le général qui le salue. Ils ont vu que je n'ai pas plié les chines. C'est vrai que j'ai perdu ma liberté, mais c'était aussi le prix à payer. Vous avez regardé qui pour forger votre image de leader? Parmi les grandes figures politiques, vous parliez des grands combats. Nelson Mandela. Nelson Mandela? Oui, Nelson Mandela, parce que il a beaucoup souffert. 27 années en prison, je l'ai lu. Lui-même qui, à un moment donné de son procès, demande à ses avocats de le laisser pour qu'il puisse plaider coupable. Ce dont ils avaient peur, les avocats. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Et il tient son dernier discours, qu'il croyait être son dernier discours. Parce qu'il se disait, quand il a vu son neveu, avec qui il était dans le combat, sur le banc des témoins contre lui, il s'est dit, c'est terminé. Et donc, il pensait qu'il tenait son dernier discours, qui allait rentrer dans l'histoire, rester dans la mémoire des Sud-Africains. Et puis finalement, il n'a pas été condamné à mort. Il était condamné à perpétuité. Et vers la fin, tout a changé. Il est devenu président de l'Afrique du Sud. Quand il sort de là, vous voyez, en même temps qu'il a le prix Nobel de la paix, son rival a le prix Nobel de la paix, Frédéric de Klerk. Ça m'a fasciné cette histoire. Faire en sorte de ne pas écraser l'adversaire, lui tendre la main, alors qu'on a la possibilité de l'écraser. On peut en faire un ami. Voilà ma philosophie avec laquelle je marche. Et Mandela, à un moment où il n'avait même pas d'adversaire en Afrique du Sud, après son mandat de 4 ans, n'importe qui se présentait à lui, le battait. Mais c'est là qu'il choisit des partis. Se retirer. On va y revenir. Et moi, ça m'a marqué. Et c'est mon modèle donc, politique à qui je veux ressembler. Alors justement, époque de la Fessie, et des destins comme ça, inextricables, c'est là que vous liez des liens avec Guillaume Soro. Là, en tant qu'étudiant, et être étudiant, c'est pas statique. C'est un moment, c'est une période de notre vie. Donc là, on pensait peut-être représenter ou discuter ou partager un idéal commun.
Est-ce que cet idéal n'était pas seulement en ce moment-là qu'on ait des conditions de vie et des... Là, je reviens un peu. Là, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. La première fois où on s'est rencontrés en prison, voilà, je savais, il habitait Vridi, on était tellement nombreux à la Fessie, mais on ne se connaissait pas en tant que tel. Et moi, j'étais à la cité de Pougon. Ici, quand je suis arrivée là, où il parle un peu, quand il était avec, il était étudiant avec les Soro. Les Soro ici aussi, les sapés de... Eh, habillement d'avant, ah ouais. Oh, l'interview là, vraiment, c'est ah, les grands frères là, aujourd'hui, tout est près du corps. En tout cas, habillement d'avant était mieux aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout est près du corps. Pour les femmes, aujourd'hui, tout est... Avec les cuisses, on met tout dehors aujourd'hui. Mais avant, c'était bien. Donc là, il explique un peu ici. Ici, ça m'a touché un peu. Où il expliquait un peu avec les amis. Voilà, il était avec les Soro Guillaume, avec tous ses amis et tout. Mais à quel moment les gens vont se séparer? Et c'est là, quand j'ai compris, j'ai dit un peu que c'est comme ça. Ça veut dire, nous grandissons avec nos amis. Ça veut dire même avec... Voilà. Mais à un moment donné de la vie, souvent, on se sépare. Il faut accepter de se séparer. À un moment donné de la vie, là, il faut accepter de se séparer. Par exemple, quand on prend le cas de Lot et son neveu, et son oncle, Abraham, il y avait un moment, il fallait se séparer. Souvent, on refuse de se séparer. Souvent, on a peur de se séparer avec certaines personnes, même quand c'est dur. Souvent, même c'est ton parent même. Tu vois que ton parent, lui-même, là, c'est lui-même qui a la base même de tes problèmes. Mais tu refuses même de te séparer de lui. C'est mon parent, je l'aime, mais tu l'aimes. Mais il y a un moment donné de la vie, on se sépare. Quand le chemin est comme ça, on se sépare. En fait, quand j'ai regardé l'interview, là, je dis, waouh. Parce qu'à un moment, je vois, bon, je ne vais pas arriver là, je ne vais pas parler de ça, je laisse tomber. Mais je voyais un truc comme ça, puis je disais comme ça même. Il y avait une personne comme ça qui avait commencé avec un de ses amis comme ça, comme ici où Chablé Bouddha a commencé avec Soro Guillaume. Dans le temps, ils étaient étudiants et tout. Voilà, une personne qui racontait un peu sa vie avec ses amis et tout. Mais avec le temps, l'ami en question est devenu un peu toxique, toutes ces choses-là. Mais il y a l'autre aussi qui ne voulait pas lâcher. Non, c'est mon ami, tout le temps c'est mon ami. Oh, souvent, je me disais, mais toi, ton ami là, tu vois que ça ne peut pas aller. Mais tu es prêt pour t'accrocher. Et c'est quand j'ai lu dans la parole de Dieu, un jour, j'ai compris que oui, il y a des moments aussi où on peut se séparer. Quand les chemins demandent à ce qu'on se sépare, ben, mais il faut se séparer. Comme Lot et Abraham. Parce que tant que tu as l'autre derrière toi, tu ne peux pas avancer. Donc tout à l'heure, quand je regardais l'interview, j'ai compris ici que la vie enseigne beaucoup de choses. Hein. Vous commencez ensemble, puis après la vie là, elle vous réserve beaucoup de choses. Hein. C'est un peu ça. Lui, à la cité de Vridi, et on se connaît en mai 1994. C'est là qu'on se découvre pour la première fois. Nous allions pour une marche. Et puis notre bus, ou les différents bus où les étudiants étaient détournés à l'école de police. Et on nous met en prison. Et il y a une grande maison là-bas qu'on appelle la Maison Blanche. C'est là-bas qu'on ouvre le groupe. Après avoir trié les différents leaders, ils ont libéré les simples militants. C'est comme ça qu'on se rencontre pour la première fois à l'école de police. Et on ne s'est plus jamais quitté. Jusqu'à ce que les options politiques nous séparent. On va y arriver, mais c'était quoi votre rêve commun Oui, ici, avec Soro Guillaume, quand j'ai écouté là, c'est ça qui m'a fait, puis j'ai compris un peu. Je dis, ah, mais c'est ça. Voilà. Ils étaient bien et tout, comme il explique ici, toutes ces choses-là. Mais après, avec les options politiques, tout se sépare. Donc, dans la vie, quelque chose vient toujours séparer des gens qui s'aiment. Même en amour, il y a quelque chose qui sépare. En amitié, il y a quelque chose qui vient séparer. Et il faut accepter ça comme ça. Hein. Souvent, on s'entête à ne pas se séparer. Non, c'est mon parent. Le parent, on ne peut pas dire ex-parent, mais il y a des moments où on se retire un peu. Si on peut régler, on règle ça. Mais il y a certains amis, même au niveau amitié et tout, voilà, amical et tout, il y a des moments même là, j'ai compris que oui, je dis, ah, souvent, c'est comme ça. Hein. Nous-mêmes, certains amis, on s'est séparés. Souvent, tu es là, tu penses à l'ami là, jusqu'en et tout. Mais souvent, la séparation est mieux quelque part. Il faut être bien. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de la séparation. Quand il le faut. Dans certains domaines. Est-ce que vous vous souvenez de ces longues discussions qu'on a en tant qu'étudiant engagé, rêveur, qui veut un lendemain meilleur? Je suis sûr qu'il y a eu des discussions jusqu'à n'en point finir à des heures tardives de la nuit. Oui, nous on appelait ça les heures militantes.
Quand vous vous appelez, bon, écoute, on se voit aux heures tirer un militantes. peu. C'est quand les autres. Je vais tirer un peu là. Aujourd'hui, je ne peux pas applaudir des gens qui prennent des... Voilà ma démarche. Mais je dois l'avouer, j'ai un pincement au cœur que celui avec qui je partageais des moments difficiles, celui avec qui j'ai partagé ma jeunesse, les grands moments de ma jeunesse. Oui, c'est des choses qui arrivent. Il est venu à l'AE. Toute la presse était là. Mais moi, j'étais content de retrouver mon ami. Et puis, bon, ben, après, bon, l'histoire, voilà. Voilà, donc c'est ici, il raconte un peu, là, quand il disait un peu que oui, voilà, Soro Guillaume, son ami et tout, voilà. Et puis après, même, il a même reçu à la Haye, hein, quand il était encore à l'hôtel là-bas et tout. Et voilà, mais l'histoire politique, c'est ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais dans la vie, j'ai dit, en tout cas, l'interview m'a vraiment... Il fait ses interviews, mais cette fois-ci, à ça, là, ça. Mais quand j'ai regardé, vraiment, ça m'a beaucoup... J'ai dit, oui, c'est ça, dans la vie, il faut qu'on accepte certaines choses. Voilà, on ne pense pas se séparer de certaines personnes, hein, en amitié et tout, mais quand ça arrive, là, il faut accepter. Il faut accepter. On peut s'aimer, mais on peut s'aimer de loin. Et puis bon, si Dieu le fait avec le temps, si c'est possible qu'on se rapproche, on peut se rapprocher. Mais si c'est possible de se regarder de loin, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais oui, quand les circonstances de la vie demandent ça, il faut s'éloigner. Voilà, la vie c'est comme ça en fait. Donc j'ai compris ici que voilà. Donc souvent, raconter un peu le parcours de sa vie, c'est important. Il ne faut pas se taire sur beaucoup de choses. On va revenir un peu à cette époque. Vous avez toujours été un homme de parole, des discours, vous en avez prononcé beaucoup, hein, année étudiantine, je veux dire aussi. Si vous pouviez en reprononcer un seul, ce serait lequel? Et est-ce que vous changeriez? Là, je dis ici... On a commencé à se battre les uns contre les autres. Je t'ai dit, mais pas. L'autre qui s'offre à moi, je rentre dans mon pays. Cette phrase a traversé mon âme. Voilà. Là, je reviens là. Il y a un point ici qui m'a intéressé. Mais je ne peux pas me souvenir de toutes les phrases. Voilà, mais tout ce que je peux vous dire, ma posture était toujours la même. Être du côté de la patrie, être du côté des faibles, pour pouvoir les défendre. Voilà. Quel est votre plus beau souvenir de ces années, donc en tant qu'étudiant dans un contexte compliqué? Qu'est-ce que vous gardez comme, qu'est-ce que vous chérissez comme souvenir? Et puis est-ce que vous avez un regret de cette époque? Alors, le plus beau souvenir, d'abord, c'était le jour où j'ai été élu, mais surtout ce jour-là où, après plusieurs années de dissolution, donc d'inexistence juridique, après toutes ces années d'emprisonnement, de pouvoir accepter finalement de discuter avec les élèves et étudiants, donc à reconnaître la FESI, un forum sur l'école ivoirienne, donc organisé. En 2002, vous êtes en Angleterre pour votre master à Manchester, gestion des conflits. Quand la rébellion éclate en Côte d'Ivoire, vous suspendez tout, vous rentrez, abandonnez les livres pour venir dans la tourmente. Qu'est-ce qui à ce moment-là était plus fort que votre avenir personnel? Colère, loyauté ou sentiment que vous deviez juste être là, quoi qu'il en coûte? Alors, moi, je n'ai pas choisi, mais j'ai juste répondu au battement patriotique de mon cœur. J'ai juste répondu au battement patriotique de mon cœur, parce que je venais à peine des vacances. Et on venait de rentrer à Manchester. Le coup avait repris, il y avait à peine une semaine. Et puis, on n'était pas encore dans un monde trop connecté, comme ça, comme aujourd'hui, où on a les réseaux sociaux. Il fallait aller au cyber. Donc c'est ce que je suis allé faire. Et puis bon, à l'école, c'était à 10h. Et la pause. Et moi, je suis allé à la salle multimédia de l'école, à Manchester. Et puis, me voici face aux médias. J'ai vu n'importe quelle chaîne que je mettais. C'était la Côte d'Ivoire. Et c'était des fusils. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on m'a dit que je regardais. Le président Gbagbo était en Italie. Et où il devait rencontrer le pape. Et moi, je ne comprenais pas tout ça. Et je ne suis plus retourné en classe.
je suivais minute par minute l'évolution de la situation. Et quand j'appelais à Abidjan, je n'arrivais pas à joindre quelqu'un. Et c'était un moment difficile pour moi aussi. Hein. Et puis après, c'est le président Gbagbo que j'ai vu à la télé, en train de faire un discours pour dire le premier avion qui s'offre à moi, je rentre dans mon pays. Cette phrase a traversé mon âme. Cette phrase a traversé mon âme. Et quand je suis sorti de là, je suis allé rencontrer M. Paul. C'était mon professeur principal. Et je lui ai dit que je n'avais pas trop de bonnes nouvelles parce que je décidais de rentrer chez moi. Il essaie de vous en dissuader? Oh oui, il m'a dit non, mais attends Charles, tu es l'un de nos meilleurs étudiants, tu as presque fini, qu'est-ce que tu fais? Et puis il a commencé à m'accompagner au cyber. J'ai dit, mais viens, regarde toi-même. Vous savez, les enseignants en Angleterre, c'est très différent de nos enseignants d'ici là. Hein. C'est très difficile. Ce pas des gens qui on appelle monsieur. Quand je suis arrivée là, j'ai rigolé. Ah là là. Oh, l'interview là, ça m'a fait un peu. Il dit, quand il était là-bas en Angleterre, et puis voilà, il a vu qu'en 2002, la Côte d'Ivoire était attaquée. Et puis bon, il voyait le président Laurent Gbagbo en Italie pour dire, non, avec le premier vol, je rentre en Côte d'Ivoire et tout. Quand il allait voir son enseignant, pour lui dire, il faut que moi je rentre en Côte d'Ivoire. Parce que je vois que mon pays, parce que c'était une décision. C'est une décision qu'il a prise comme ça. Tout seul comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas donné à tout le monde hein, de voir un truc comme ça, puis se décider un coup comme ça pour dire, bon, moi je me décide d'aller faire ça. C'est comme ça. Et dans cette décision, c'est lorsqu'il dit oui, j'ai vu mon enseignant qui parlait avec moi avec douceur. C'est pas nos enseignants ici qui sont du. C'est pour dire que l'Afrique et l'Occident, c'est la nuit et le jour. Tout est bizarre là-bas, sur ce point-là. Je dis comme j'ai ri tout seul jusqu'à ce point-là, donc c'est pourquoi j'ai ri un peu. Voilà. Tout est dur là-bas. Moi-même, je vais parler d'un truc. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire, en 2017, là, je suis allée en Côte d'Ivoire. Et je devais faire un truc. Maintenant, pour faire, il fallait, bon, je ne vais pas parler, non, il fallait, nous sommes rendus dans un lieu, et là-bas, bon, on devait faire une prise de sang, les trucs comme ça et tout. Là, c'est au niveau de la médecine maintenant. Donc, pour dire que chez nous, là, tout est vraiment dur. Tout est vraiment dur et tout. Donc, pour faire une prise de sang. Donc, la dame qui était là, tu sais que c'est la médecine. La dame qui était là, qui devait prendre mon bras tout simplement comme ça, pour essayer de faire. Elle-même, elle était assise là, moi je suis là, je l'attends. Elle causait avec ses collègues qui étaient là et tout. Elle causait, elle causait. Arrivé un moment, je me dis, madame, voilà, attendez bien votre bras tranquillement, tout doucement pour me parler. Non, non, non. Moi, j'étais comme ça, je regardais la dame. Si elle finit, elle va me dire de tendre mon bras. Elle finit, dès qu'elle finit, elle prend mon bras comme ça, elle tire mon bras. Elle tire mon bras, elle tourne ça comme ça. Et puis elle commence à faire la prise de sang. Je dis, chez nous là même, là, pourquoi tout est dur comme ça là même? Donc c'est un peu ça. Tant qu'on n'a pas bougé pour venir un peu en Occident, et qu'on est un peu chez nous en Afrique là-bas, on pense que tout est pareil. Tout est vraiment dur. Mais par contre, quand tu viens en Occident, tu comprends un peu que même les enseignants, même à l'hôpital, partout, les gens sont calmes. On peut parler avec les gens tranquillement. On peut t'écouter et tout. Mais chez nous, tu vas quelque part dans les entreprises, mais tu veux faire ça même là. Tout est compliqué. Dur même. Quand même tu es là, tu regardes comme ça. Donc vraiment, ça m'a rappelé un peu ce cas-là. Ça n'existe pas, ça. Ils essaient de casser un peu, je dis, ce mur entre vous, pour vous rapprocher, et pour vous amener à apprendre et ne pas le craindre. Donc, on était amis. Oui, c'est ça. C'est ça l'Occident. Hein. Comme il le dit là, les enseignants, même à l'hôpital partout, ça veut dire les gens parlent calmement avec toi. Voilà, pour que tu puisses vraiment être à l'aise de parler. Il y a la communication. Parler avec, mais tu parles même avec un directeur, même au service partout. Et la communication est là et tout. Mais chez nous, vraiment chez nous, on ne parle pas. Hein, on parle pas. Quand on te dit directeur, mais demain il est là, puis tu regardes, puis tu parles comme il veut là-bas, comme ça et tout. Tout est Django là-bas.
C'est Django. Mais ici, on crée quand même le contact et tout. Et puis voilà quoi. Voilà un peu. Lui, il supportait Manchester City et il m'a même amené sur un stade. J'ai dit, on vient voir. On est allé. Il me dit, mais ça promet. Pour ceux qui vont me prendre en pied, je suis là pour causer comme ça un peu, hein, sur l'interview comme ça. Voilà. J'ai regardé un peu quelques passages et tout. Ça m'a vraiment, l'interview m'a beaucoup ému. Franchement, j'ai toujours regardé ces interviews, mais ça là, personnellement, il y a des trucs dedans et tout. Donc, je parle un peu comme ça. Hein, en regardant. Mais depuis que je n'ai pas terminé, je vais vraiment regarder. Donc, je parle comme ça. Pour ceux qui vont demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire, quel est le sujet et tout, je regarde l'interview, la personne, vous avez déjà regardé, mais la personne qui a envie de réécouter avec moi, tu es la bienvenue, tu peux écouter et tout. Voilà, donc moi je parle comme ça. Mais après, je ferai voilà, une autre vidéo, un autre live pour un sujet précis. Et puis voilà, donc c'est comme ça un peu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi tu vas aller faire là? Où les fusils sont en train de faire régner la loi. J'ai dit, professeur, I don't know, but something is telling me I have to go. There's something to be done there. Il y a quelque chose à faire. Mais ici, quand Charles Blé Goudé prenait la décision, ici, tous ceux, c'est là que j'ai compris quelque chose. Quand il prenait la décision, il était en Angleterre et lui dit, c'est à la télé, il voyait un peu les événements de la Côte d'Ivoire de 2002, il voyait ça à la télé, les informations et tout. Et quand le président Laurent Gbagbo décidait depuis l'Italie de rentrer en Côte d'Ivoire avec le premier vol, et lui, il part voir son professeur parce que lui demandant de rentrer, le professeur non seulement il était étonné, et il prenait la décision sur lui tout seul là. Il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas aussi. C'est ça, souvent nous prenons certaines décisions dans nos vies, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Ça veut dire ceux pour qui lui prenait la décision pour aller aider là-bas, mais est-ce que ça a été facile pour lui? Souvent, il y a certaines décisions qu'on prend dans nos vies. Non, je vais faire telle chose, je vais faire ça. Et à peine on prend la décision. Et une fois que ça devient compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Soit on renonce ou on est déterminé ou qu'est-ce qu'on fait? C'est là quelque chose qui m'intéresse ici. Voilà. Et donc, Charles Blé Goudé a pris une décision sur lui tout seul. Il faut que je rentre dans mon pays pour être aux côtés de la patrie. Mais est-ce que ça sera facile pour lui là-bas? Est-ce qu'il sait ce qu'il attend là-bas? Est-ce qu'ils vont accepter un coup comme ça? Lui, il ne sait pas, mais il prend. Donc, pour dire que souvent, il y a des décisions qu'on prend dans nos vies. Mais comment on arrive jusqu'à la fin? On va écouter un peu. C'est ce qui m'intéresse ici. Bon. Il m'a dit, ok, va à la maison. Essaie de te libérer un peu, puis on se parle après. Je suis parti à la maison. Je suis parti en cité. Et puis, c'était pas ça le plus dur. Le plus difficile, c'était maintenant de convaincre ma compagne avec qui j'étais. Ah, c'est ça. Nous, les femmes... Que j'allais laisser là seule. Elle m'a sorti une phrase qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, Charles. Elle a dit quoi? Pourquoi tu ne penses pas nous aussi? Nous, à qui te coûte cher. Ah, nous, les femmes, c'est comme ça. C'est ça, parce que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire et elle. Mais après, Dieu t'a laissé partir, hein, Charles. Voilà. Donc, la femme n'est pas compliquée que ça. Tu as réussi à la convaincre qu'elle t'a laissé partir. Hein. Donc, nous, les femmes, les hommes, n'ayez pas peur. Hein, quand vous voulez, quand vous prenez des décisions, venez nous voir. Hein? Il ne faut pas avoir peur de la femme. Nous sommes là pour ça. Il y a certains hommes qui prennent des décisions qui ne parlent même pas à la femme. Ça veut dire il prend tout ce, puis il va mentir pour dire non, j'ai fait ça avec des amis bien tel, puis il part comme ça. Après, quand il tape poteau là-bas, c'est là qu'il apprend que c'est tout. La femme n'est pas compliquée. Donc, voilà, venez toujours. On est là. Parce que là, c'est même pas sûr que je te revois. Mon live de ce soir, il est spécial. Hein? Il est spécial. Je bavarde comme ça, j'ai envie de parler comme ça. Voilà. Donc, tu vois, on te dit telle ville a été prise. On n'est pas en train de te dire qu'il y a une élection. On n'est pas en train de dire qu'il y a une marche. On te parle de fusil. Qu'est-ce que nous tu fais de nous? Et à partir de cette phrase, je n'arrivais plus à la regarder. Est-ce que la décision Parce que ma décision était déjà prise. Les hommes. Je lui ai dit, moi, je vais repartir à l'école. Je vais parler à Paul pour une dernière fois. Mais moi, je vais partir à Abidjan.
Ah, les hommes. Tu prends la décision. Hein, madame dit, il faut penser à nous. Et puis, dit, je ne pouvais plus la regarder. Ça veut dire, si tu la regardais, tu n'allais pas partir en Côte d'Ivoire. Bon, c'est pas mauvais aussi. Quand même, tu es parti. Tu as pris la décision. Hein? C'est pas grave aussi. Et puis, voilà. Elle dit, ok, mais j'ai pas le choix, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner juste à l'aéroport pour ne pas que tu penses que je m'oppose à ta décision. Et puis moi, je suis venu. La rébellion a éclaté 17-18, je crois que c'est ça, non, 18-19 septembre de 2002. Et moi, je suis arrivé à Abidjan le 26 septembre, soit une semaine après. Premières heures, ouais. Donc, je faisais un saut dans l'inconnu. Je ne savais même pas qui s'est battu contre qui. Alors, ceux qui disent aujourd'hui, non, il est venu parce qu'il voulait de la gloire, c'était moi une seule personne à qui on va dire, voilà, tiens, de l'argent, on va mourir. Ça, c'est le but de notre cœur. Moi, j'étais guidé par les battements patriotiques de mon cœur. Je n'ai pas eu le choix. Et je ne le regrette pas. Je suis fier d'avoir fait ce combat pour mon pays. Je suis fier aujourd'hui d'avoir transmis aux jeunes Ivoiriens ce qu'on appelle être patriote. Et je le vis, moi. Ouais. Vous connaissez, en votre fort intérieur, vous connaissez votre personnalité. Est-ce que vous auriez eu ce même courage si vous n'aviez pas été à la tête d'une organisation comme la FESI, ce sens des responsabilités, ce sens de leader? Est-ce que l'autre Charles Blé Goudé, dans un espèce d'univers parallèle qui n'a pas connu ce destin-là, il serait revenu en Côte d'Ivoire? Non. Bon, ici, le journaliste a posé sa question. Est-ce que s'il n'avait pas été à la tête de la FESI et tout, est-ce qu'il aurait eu le courage un jour de dire qu'il va défendre un peu la Côte d'Ivoire? Moi, je vais dire un peu comme ça qu'on commence quelque part. Dans la vie, on commence quelque part. Voilà. On commence quelque part, donc c'est parce qu'il a été à la tête de la FESI. D'abord, mais avant ça, mais lui, quand il explique son histoire, il a été toujours galvanisé par la vie elle-même. Voilà, comme je dis, moi de mon côté comme ça, on a des parents qui n'écoutent pas. C'est pourquoi je me suis retrouvée un peu dans la première question, où on te donne les autres, fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'as rien à dire et puis voilà. Donc souvent la vie elle-même là, elle te fabrique. Donc quand tu écoutes l'histoire de Charles Blé Goudé dans les débuts, mais il a été lui-même déjà fabriqué. Lui-même, il veut se faire la place. À travers lui-même son vécu, c'est quelqu'un qui grouille déjà pour se faire une place. Voilà. Donc déjà même la FESI, voilà, il a été aux côtés des gens, des secrétaires généraux avant que lui-même ne soit là. Donc il se voyait déjà capable. Hein, donc, et il a assumé, hein, il a assumé. Nous, moi, en ce temps, j'étais à Boaké. En ce temps, j'étais à Boaké en 2002. J'étais à Boaké en 2002. Et on se réveille matin. Bon, même en tout cas, c'est des bruits qui nous ont réveillés. Et là, nous sommes là, voici la route et tout. On voyait des gens. Il y a un monsieur qui a sauté, qui est tombé dans notre cour. On ne savait pas ce qui s'est passé. Après, on apprenait comme ça, les gens disaient, on dit non, c'est les Zézins et Bayofoué. On dit, c'est quoi que les Zézins et Bayofoué? On dit non, les corps habillés, les militaires ou bien quoi, là, qui revendiquent quelque chose. En tout cas, on était à Boaké, là, c'était compliqué. Hein? Maintenant, un mois, je pense que, étant là-bas, puisque ça a commencé en septembre, je pense que 3 semaines après, un mois, c'est en octobre, puis on apprenait comme ça là-bas que, on dit, ah, les Charles Blé Goudé là viennent ici. Moi aussi, je ne le connaissais pas, c'est le nom que j'attendais dans le temps. On dit, à Charles Blé Goudé qui vit avec ses amis, les gens viennent sur Boaké et tout. On dit, c'est qui? On dit, non, ce sont les patriotes, ils viennent sur Boaké. Ils viennent sur Boaké et tout. Donc, il faut dire que le Charles Blé Goudé, à son temps, il était un jeune, le jeune. Voilà. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Donc, le jeune homme, il a été déterminé depuis le début. Voilà. Il a eu confiance en lui. Je dis, quand j'ai écouté, il y a longtemps, j'écoute, mais ça, je veux parler dessus comme ça pour dire, dans la vie, la confiance en soi aussi paye en toutes choses. Voilà. Il a eu confiance en lui. Parce que quelqu'un qui va prendre une décision lui seul, où il est avec sa petite famille, rentrer dans le truc, et puis venir comment il faut faire et tout. Mais il y a un truc qui m'intéresse ici. Ceux aux côtés de ceux, maintenant, il doit rester maintenant pour essayer de faire toutes ces choses-là. Est-ce que ça a été facile pour lui? Comme il a dit, c'est là qui m'intéresse. Donc, il a eu confiance pour dire qu'en toute chose, mais quand on veut prendre des décisions, pour ce qu'on veut faire, la confiance là, il ne faut pas qu'on soit perturbé en nous. Parfois, on prend des décisions. Je dis, je parle de l'être humain ici. Parfois, on prend des décisions pour dire, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Arrivé un moment là,
Quand là, ce que tu as déjà commencé, mais tu entends même la chose. Mais quand tu vois que tu commences à être perturbé, toi-même, tu commences à douter déjà. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que je vais y arriver? Puis souvent, on abandonne. Mais est-ce que ici, Charles Blé Goudé a abandonné? Est-ce qu'il a abandonné? Quand on écoute la suite, le jeune à l'époque n'a pas abandonné. C'est ça, moi, qui m'intéresse ici. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Et c'est pourquoi je lui dis qu'il faut qu'il parle de son histoire. Voilà, c'est important. Toi-même, quand tu écris ton histoire, même si quelqu'un vient raconter ton histoire, mais au moins, s'il y a les deux versions, hein, les enfants qui grandiront demain sauront comment. Il ne faut pas tout le temps dire que, oui, quand on va au champ, on vient, on ne raconte pas ce qu'on a vécu. Il faut raconter ça. Parce que ici, il a raconté un peu, il fallait ça. Et puis c'est ça, racontons nos histoires à nous. Même lui qui va au champ, le chasseur, même s'il n'a pas raconté son histoire, arrivé un moment là, il ne va plus à la chasse, hein, les vieux là au village. Au village, arrivé un moment, ils ne vont plus à la chasse. Quand ils sont assis souvent, le soir, auprès du feu, là, ils viennent raconter plein de choses. Ah, quand je partais à la chasse, je voyais ça, je voyais ça, je voyais ça. Ils racontent toujours, donc ils laissent aussi quand même leurs histoires sur la terre et puis un jour, ils partent. Voilà, donc c'est important de raconter, hein. C'est très important. Sinon, quelqu'un d'autres personnes, certaines personnes viendront raconter ça à ta place. C'est important. Donc là, est-ce que tout a été facile? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a abandonné? C'est ça, on va voir. Pour être franc avec vous, non, parce que si j'étais dans mes matchs de Maracana, dans mes booms au village, non, c'était une autre personnalité. Mais à la FESI, j'ai appris les fondamentaux de la lutte. La situation m'a appris à m'engager. Et à la FESI, on nous a appris à ne pas reculer. Et on nous a appris à aller jusqu'au bout de ce qu'on a en tête. Ah, je n'ai pas encore écouté là. J'ai écouté juste un peu, je n'étais pas encore arrivé là. Puis j'ai dit, voilà, donc déjà, à la FESI, ça vous dit que dans la vie, apprenons à nous former. La formation là, elle paye. Hein? Apprenons à nous former quelque part. Voici un peu comme ça, je viens d'apprendre même aujourd'hui là. Aujourd'hui, j'ai vu une information où je viens d'apprendre que le jeune qu'on appelait, le jeune malien, je pense en 2000 combien là, qui s'appelait Mamadou ou bien Kazama, ou bien quoi là. Amadou Kazama. En tout cas, le jeune malien qui a sauvé l'enfant qui tombait du balcon du 4e étage là. Voilà. J'ai vu une publication où on dit non, aujourd'hui, voilà, il ne travaille pas, il fait que la sécurité, voilà. Il a été renvoyé de quoi là? Parce que c'était les sapeurs-pompiers. Donc, il n'est plus pompier, il a été renvoyé et tout. Et quand j'ai vu, la formation est très importante dans la vie. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi il a été renvoyé? Je suis allée lire tout l'article un peu qui est sorti. Après, j'ai compris que non. Ça veut dire, voilà, il fallait qu'il fasse une formation. Il allait en formation et tout, mais après, ils ont trouvé qu'il avait des pathologies, il ne pouvait pas supporter certaines choses, il ne pouvait pas supporter ça. Dans ce cas, il ne pouvait pas être pompier. Donc, des mois plus tard, ils étaient obligés de lui dire que ce n'est pas la peine pour lui-même sa sécurité. Parce qu'il a des pathologies, il ne peut pas. Voilà. Mais il bénéficie, l'importance ici est qu'il a été naturalisé français, c'est déjà le plus important pour lui. Il faut dire que la formation, elle est très importante dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas formés, qui viennent sur les tas comme ça, et puis ils font. Mais quand tu es formé dans certaines situations, ça peut t'aider quelque part. Donc ici, Charles Blé Goudé explique un peu comme ça que, étant à la FESI, étant aux côtés des secrétaires généraux, après lui-même est devenu secrétaire, tout ça, ça l'a formé. Les cours de la vie, tout ça, ça l'a formé. Et le fait de prendre une décision sur lui depuis l'Angleterre pour rentrer en Côte d'Ivoire, il était déjà formé. Lui-même dans sa tête, en fait, il était déterminé. Mais quand il était déterminé, est-ce que sur le terrain, là, ça a été facile pour lui? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et je suis beaucoup reconnaissant à cette organisation. Elle m'a beaucoup appris. Je suis reconnaissant à mes amis et ils m'ont beaucoup appris. Quand vous rentrez, comment se fait la connexion avec Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est vous qui allez vers lui? Est-ce que c'est lui qui vous appelle? Et dans ce lien, est-ce qu'il y a eu une adhésion intellectuelle ou juste, comme vous disiez, cet instinct de combat partagé contre une rébellion à l'époque, une crise? Alors, il faut d'abord situer les choses dans le contexte.
Si vous rencontrez dans ce pays une personne qui vous dit, ma voix donne un coup de fil, me dit, Blé, viens te battre, il ne vous dit pas la vérité. Je de moi-même. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne cherche pas à avoir le président Laurent Gbagbo. Il faut préciser, nos liens n'étaient pas aussi forts que ça. Je n'étais pas en tant que tel de son écurie. Parce que moi, j'ai dirigé le mouvement, même si il est de gauche aussi, il était vu comme le parrain de tous ces mouvements étudiants, mais la FECI était jalouse de son autonomie. Donc il ne fallait pas tout s'acoquiner avec les hommes politiques. Ça, on ne joue pas avec. Contrairement... Alors, quand j'écoute là, qu'est-ce qui me revient dans la tête? Ce qui me revient est que on lui pose la question. Donc là, le journaliste veut savoir s'il connaissait déjà le président Laurent Gbagbo. Et Charles Blé voulait dire non. Bon, il a connu dans le temps, quand il était encore dans l'histoire de la FECI, où son ami Soro Dion ne voulait pas qu'il se présente. Et puis, voilà, il fallait qu'il abandonne. Il a envoyé le président Laurent Gbagbo. Et puis, lui, il a dit non. Voilà. Mais après ça, il ne le connaissait pas. Voilà. Et quand il est rentré en Côte d'Ivoire, comment il va le raconter? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire, d'abord, le premier point, prendre une décision de vouloir faire. Parce que souvent, on abandonne quand c'est dur. Nous, les êtres humains, là, quand on veut faire quelque chose, puis on commence à croiser une opposition dans ce qu'on veut faire. Souvent, on abandonne pour dire, ah, je voulais faire ça, mais je ne savais pas que ça devait être compliqué comme ça. Et puis, on abandonne. Mais ici, il n'a pas abandonné. Donc, le courage qui est dedans, là, c'est ça qui m'intéresse. Le jeune courageux qu'il était à l'époque, lui-même, il a dit que moi, là, je ne vais pas abandonner. Donc, quand il est venu là, il a eu une opposition. Il a eu une opposition. Mais il ne faut jamais abandonner. Moi, c'est ça qui m'intéresse dedans. Parce que quand moi, j'écoute quelqu'un, mais quand je prends même une interview de quelqu'un, ou bien, ça veut dire qu'on parle aujourd'hui de certaines personnes où on ne connaît pas. Par exemple, on va parler de Patrice Lumumba. Par exemple, on va parler de Nelson Mandela. Ça veut dire les histoires des gens. Je me dis, mais quand je regarde là, je retiens quoi dedans? C'est mon comme ça. Donc, j'ai toujours regardé les interviews de chacun. Mais ça, là, personnellement, ça m'a touché. D'abord, la vie. L'histoire de la vie. Et puis, la décision de vouloir faire. Est venu sur le terrain. Ah, il ne savait pas que même ceux-là qui étaient au pouvoir allaient. Ils devraient avoir même une opposition pour dire non, il ne faut pas faire des meetings. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais est-ce que là, il a été découragé? Parce que nous, les êtres humains, on se décourage. Voilà, pour dire, ah, de toutes les façons, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, moi, je viens en tant qu'un jeune Ivoirien. S'ils ne veulent pas, bon, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, sur les médias français partout, les gens racontent là-bas que le président Laurent Gbagbo est seul, il est isolé. Donc, ce n'est pas mon problème. Vous pouvez dire ça. Voilà. Mais la détermination est que il faut que ceux qui disent que le président n'est pas populaire sachent qu'il est populaire. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Moi, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est ça, je prends dedans. Voilà. Allons-y jusqu'au bout. C'est ce que je dis. Abandonner n'est pas une solution. Ah bon, on peut abandonner quand on voit que ce n'est pas quelque chose de bon. Hein? Parce qu'il y a certaines décisions, on prend, ce n'est pas bon du tout. Quand c'est une décision qui n'est pas du tout bien du tout, on peut abandonner. Mais si c'est quelque chose qui peut, voilà, il faut s'armer de courage. Il faut s'armer de courage. Quelle que soit la persécution. C'est ça la persécution. Parce que quand on te dit non, c'est une persécution. Donc quand j'ai écouté l'interview, voici ce qui, ce qui me donne la force dedans. C'est ça. Quand on regarde quelque chose, moi je vous encourage. Quand vous regardez même un film là, quand je dis, c'est quoi je tire dedans? Il ne faut pas regarder parce que c'est un film comme ça. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, quand je fais souvent les trucs là, il y a des moments, je prends même le cas, les films qu'on a l'habitude de regarder, par exemple, quand on prend le cas de Moïse après sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, tout le monde connaît ça. Mais à un moment, souvent, je prends le même film, je regarde le film, et moi, ce que j'ai compris encore dedans, je détaille, c'est moi comme ça. Donc, peut-être quelqu'un va me dire ici que, elle prend l'interview de Charles Blé, vous te dit qu'est-ce qu'elle fait. Bon, pour toi, peut-être c'est rien, mais moi, je dis, quand j'ai écouté, c'est un point, ce qui, moi, m'a touché, ce que ça m'a fait comprendre, c'est ce que j'explique. Et puis, je parle comme ça, voilà, puis ça me fait du bien.
La détermination des jeunes hommes à l'époque. Et avant, je dis, maintenant je parle, puis je reviens, quand il dit comme ça, que parce que tout le temps, il passe sur les plateaux télé, où on lui pose des questions, oui, dans ton parcours, quand tu as été arrêté au Ghana, ou bien à La Haye, ou bien, en tout cas dans son parcours et tout, il dit, lui, il n'explique rien. Quand le chasseur va à la chasse, il n'explique pas. Mais pour dire qu'il faut expliquer les choses. Parce que quand tu ne veux pas expliquer ton histoire, elle sera expliquée par quelqu'un d'autre. Alors, l'interview est longue, donc moi, je vais m'arrêter là pour dire tout simplement que quand on écoute où il a pris la résolution de continuer, Charles Blé Goudé dit quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a fait tout pour essayer d'appeler un peu, voilà, il ne sait pas, la jeunesse FPI et tout, parce qu'il n'était pas en relation avec le président Laurent Gbagbo. Et c'est là que vous devez retenir, ça veut dire la détermination de la décision. Voilà, il ne faut pas abandonner là. Et donc, quand il a eu le contact avec eux et tout, lui maintenant, il décide maintenant de faire un meeting à la place de la République au plateau. Et c'est là, je parle de l'opposition qui vient souvent quand on décide de quelque chose. L'opposition qui vient. L'opposition, c'était les ministres du président Laurent Gbagbo à l'époque. Comme il le dit dans l'interview, c'est long, moi je vais m'arrêter, là j'ai causé un peu. Et certains ministres lui disent, non, non, tu ne veux pas faire ça. Ça veut dire eux-mêmes là, pour qui le gars même là veut s'engager pour dire non là, je ne sais pas si c'est la peur. Moi je me suis demandé, mais ils avaient peur à l'époque ou bien quoi? Mais ils ont dit non, ils ne veulent pas qu'ils fassent ce meeting. Ils appelaient tous ces Ivoiriens là. Ils ont dit non. Et après, jusqu'à même le président Laurent Gbagbo même l'a reçu, il a décidé de le voir. C'était maintenant la première rencontre, comme il a dit dans l'interview. Pour vous, vous avez déjà tous écouté. Et maintenant, le président Laurent Gbagbo dit à Charles Blé Goudé, il ne faut pas faire le meeting, il faut laisser et tout. Il dit, il a pris le courage, mais il était étonné parce que toi qui es le président, sur les médias, parce qu'en ce moment, en dehors de RTI, là, c'était les médias français. Les France 24 et tout. Là-bas, on dit tu n'es pas populaire. Moi, un jeune, là, comme je sais un peu comment il faut galvaniser les gens, je rentre au pays et puis je vais galvaniser les gens. Toi, tu me dis, il ne faut pas faire. Lui, il dit, il est étonné, il ne comprend pas. Mais il a pris son courage. Donc, je montre ici, retenons que le courage, quand on décide de faire quelque chose qui est bon là, pour nous, il faut être déterminé. Et c'est là, il demande au président, mais tu peux me dire un peu la raison pour laquelle tu ne veux pas que je pas dit non, pas. Mais après, il a compris qu'il était un peu sous la pression de son parti. Et avec le temps, avec lui, Charles Blé Goudé, sa détermination, tout a été. Et puis, on voyait maintenant les meetings partout, partout. Mais les choses n'ont pas été faciles pour lui aussi. Mais pour lui, sa détermination a payé. C'est pourquoi, avec le temps, dans le temps, on l'a vu avec le président Laurent Gbagbo. C'est un jeune, s'il n'avait pas été déterminé, il aurait abandonné aussi. Donc, je vais dire ici que dans la vie, là, quand on pense que c'est bon pour nous, il ne faut pas abandonner. Charles Blé Goudé n'a pas abandonné. Maintenant, à la fin, là, quand tu finis tout ça aujourd'hui, puis tu atteins l'objectif en question, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent maintenant, plein de choses là. Là-bas, même souvent, on demande, est-ce que c'était à refaire, tu allais refaire? Ou bien, en tout cas, parce qu'après ça, il y a plein de choses aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, dans le temps, je vais dire quelque chose ici. Dans le temps, quand le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir, il y a quelqu'un qui m'a dit en Côte d'Ivoire, en 2009 ou 2008 par là, je disais comme ça que Charles Blé Goudé, il mobilise les gens et tout, il motive les gens et tout. Lui, là, un jour, il va vouloir être le président en Côte d'Ivoire. La personne avec qui je causais m'a dit, s'il essaie de faire ça, tu vas voir, ils vont le casser. Moi, on m'a dit ça un jour. Donc, souvent, quand je vois aujourd'hui tous ces guégués là, je dis, telle personne m'avait dit que si le jeune la disait un jour, il cherchait à gouverner la Côte d'Ivoire, vraiment, ça n'allait pas être facile. Et puis, c'est ce que je vois. Donc, souvent, je me rappelle de ça. Pour dire que c'est la concurrence, aujourd'hui, voilà, c'est ça. Hein. Par l'autre dit que c'est devenu une opposition. Parce que qu'on voit aujourd'hui avec le camp du président Gbagbo, tout ça, parce qu'aujourd'hui, il est devenu leader politique. Et les gens de Gbagbo disent comme ça que c'est nos sympathisants qui sont devenus... Donc, forcément, on devait voir tout ça, c'est ce qu'on voit. Moi, je veux qu'on retienne ici tout simplement que c'est un jeune, il a été courageux. Dans la vie qu'on veut, on est déterminé, il faut aller. Même s'il y a l'opposition devant nous. Maintenant, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec lui là. Où chacun vient, que ce soit vrai ou faux, chacun dit pour lui. Mais moi, ce que je dis tout simplement ici, je retiens, il y a beaucoup, l'interview est longue, hein, voilà. Mais ça m'a beaucoup, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Il a dit plein de choses dedans qu'il n'avait jamais dit. Je vais tout simplement dire que quand tu as l'opportunité de parler de ta vie, il faut
parler. Mais il ne faut pas dire non, je ne parle pas de moi. Si tu ne parles pas de ton histoire, Charles Blé Goudé, j'ai parlé comme ça, mais il y a un message dedans. Et je vais dire, Charles, si tu ne parles pas de ton histoire, quelqu'un d'autre viendra parler de ton histoire. Que ça soit faux ou vrai, mais les enfants qui grandiront demain viendront écouter. Donc, si tu as l'opportunité de raconter, de nous parler de ton histoire, mon frère, vas-y, on est là pour écouter. Alors, Dieu nous bénisse, puis vraiment, beaucoup de courage encore.